Il y a un peu moins de 2,5 millions d'années, au début de l'époque du Pléistocène en Afrique de l'Est, un groupe de singes bipèdes et velus a évolué. Et peu après, ils ont commencé à utiliser des outils en pierre rudimentaires. Ils ne le savaient pas, mais ils étaient la première espèce d'un nouveau genre qui, un jour, transformerait le monde au point de le rendre méconnaissable. C'était Homo habilis, la toute première espèce d'humain véritable, sous le nom de genre Homo, le nom binomial complet signifiant homme habile. Pendant près d'1 million d'années, ces singes ont vécu en colonie sociale à travers les plaines et savanes de l'Afrique de l'Est et du Sud, et ils furent nos plus anciens ancêtres humains. La vie n'était pourtant pas facile pour eux. Les plaines de l'Afrique préhistorique étaient les sauvages, remplies de dangers, et la vie y était souvent courte et périlleuse. Homo habilis a cependant persisté, et un groupe d'individus finirait par se séparer de l'espèce, faisant un pas de plus sur le chemin qui mène à toi et moi. Aujourd'hui, nous allons examiner comment ces étranges premiers singes vivaient, comment ils ont évolué, comment ils étaient constitués, où ils vivaient et finalement comment ils sont morts. Bienvenue dans notre documentaire sur Homo habilis, la toute première espèce humaine. Si vous preniez un individu Homo habilis et que vous le transportiez 2,5 millions d'années dans le futur jusqu'à aujourd'hui, que vous l'habilliez d'un costume et que vous le fassiez marcher dans la rue, il attirerait quelques regards. On ne pourrait pas en dire autant de certaines des espèces humaines ultérieures, mais Homo habilis était très clairement la première étape de la lignée humaine et représentait vraiment un prototype précoce sur la voie qui mènerait un jour à Homo sapiens, Homo neanderthalensis et Homo denisova, les 3 espèces humaines qui composaient l'ère glaciaire du Pléistocène tardif. Non, Homo habilis a vécu bien plus tôt et son espèce était encore endémique aux plaines et savanes d'Afrique. Un Homo habilis adulte de sexe masculin pouvait atteindre environ 1,50 m, ce qui est plus petit que la taille moyenne de nos jours. Ils étaient en deux très probablement très poilus, car le genre de singe qui les a précédés, Australopithecus, ressemblait beaucoup plus à la forme classique du singe qu'à ce que nous considérons comme un humain moderne, et il y avait de nombreux traits faciaux partagés entre les deux créatures. Les bras de ces premiers humains étaient encore longs et restaient bien adaptés pour grimper et se balancer dans les arbres, afin d'échapper aux dangers. Ces singes ont peut-être quitté la sécurité des arbres pour profiter des richesses des vastes prairies, mais ils restaient en danger face à de nombreuses espèces d'animaux sauvages et devaient rester prudents. Par conséquent, une fuite rapide vers les branches était souvent nécessaire. Homo habilis passait probablement la grande majorité de son temps à marcher debout, et était même capable de se lancer dans une course rapide pendant beaucoup plus longtemps que ses prédécesseurs. Il est donc probable que les jambes d'Homo habilis étaient bien plus longues que celles de toutes les espèces de singes précédentes, et que des groupes de cette espèce parcouraient probablement de longues distances à travers les savanes africaines à la recherche de nourriture ou de nouveaux territoires à conquérir. C'est finalement le visage d'Homo habilis qui l'aurait distingué de la foule en marchant dans une rue moderne. Il aurait encore possédé de nombreux traits humains primitifs qui n'étaient pas encore développés pour ressembler à toi et moi. La capacité crânienne d'Homo habilis était inférieure à la moitié de celle des humains modernes, ce qui se traduisait par un front beaucoup plus étroit, des yeux placés plus haut et une partie arrière du crâne plus petite et ressemblant davantage à celle d'un singe. Le nez était beaucoup plus plat que celui d'un humain moderne, et les narines étaient grandes et orientées vers l'avant. La bouche d'Homo habilis avançait également davantage, trahissant clairement son ascendance simiesque. Dans l'ensemble, il s'agissait d'une espèce de singe très différente de celle qui existait auparavant. Mais le chemin pour en arriver là n'a pas été facile.
Comme nous allons le découvrir, les ancêtres d'Homo habilis ont probablement trouvé la vie encore plus difficile. Comme nous l'avons mentionné dans la section précédente, Homo habilis, la première espèce du genre Homo, a évolué à partir d'un genre de singe bipède, marchant debout, appelé Australopithèque ou singe du Sud lorsqu'on le traduit en anglais. L'Australopithèque accentuait les traits simiesques déjà présents chez Homo habilis, notamment au niveau du visage. Il était probablement plus poilu, sa bouche était encore plus proéminente, la boîte crânienne était encore plus petite, et il était fortement adapté à la vie dans les arbres. L'Australopithèque fut le premier singe à marcher debout pendant de longues périodes, et en évoluant vers Homo habilis et ses futurs descendants, il allait se concentrer de plus en plus sur l'abandon des arbres, s'adaptant entièrement à la vie au sol. Les candidats les plus probables pour l'espèce d'Australopithèque ayant mené à Homo habilis incluent le célèbre Australopithecus afarensis ou le moins connu Australopithecus sediba, qui a commencé à disparaître il y a un peu moins de 3 millions d'années lorsqu'une branche de l'une de ces espèces allait commencer à donner naissance à notre Homo habilis. Comme les scientifiques l'ont découvert, il est extrêmement difficile de déterminer précisément quand le genre Australopithèque a donné naissance au genre Homo. Et avant la découverte d'Homo habilis en 1964 par Louis Leakey, Philippe Tobias et John Napier, on supposait que c'était Homo erectus, une espèce plus tardive, qui était l'étape suivante. Cela semblait être un grand saut, car Erectus représentait un changement beaucoup plus évident directement à partir du genre Australopithèque. Ainsi, il est devenu évident qu'une autre pièce du puzzle venait alors d'être complétée. Mais qu'est-ce qui a poussé l'une des espèces d'Australopithèque à évoluer en Homo habilis ? C'est une question qui a fait l'objet de débats au fil des années depuis la découverte d'Homo habilis, mais cela pourrait avoir un lien avec les sources de nourriture ou les environnements dans lesquels vivaient avant les singes. Peut-être que les arbres sur lesquels Australopithèque et ses ancêtres comptaient sont devenus plus rares, les obligeant à descendre des arbres et à s'adapter davantage à la marche debout. Certaines espèces se sont adaptées puis pour se nourrir d'aliments différents. De nombreuses espèces de premiers singes bipèdes avaient un régime omnivore, s'adaptant à consommer des végétaux et de la viande, qui étaient peut-être plus facilement disponibles au sol. Bien que Homo habilis ait été officiellement annoncé et décrit comme une nouvelle espèce en 1964, la première preuve de son existence a été découverte dans la gorge d'Olduvai, un site paléo-archéologique important en Tanzanie, lorsque 2 dents fossilisées ont été mises au jour dans la région par Mary et Louis Leakey, originaires de Grande-Bretagne. Ces dents appartenaient à un singe adulte, étrangement similaire à un être humain moderne, et avec le temps, la gorge d'Olduvai s'est révélée de plus en plus fructueuse pour la découverte de fossiles de cette nouvelle espèce. L'année suivante, un squelette partiel a été découvert dans la gorge, appartenant à un jeune Homo habilis mâle. Et à partir de là, les expéditions fructueuses sont devenues monnaie courante. Aujourd'hui, nous avons une bonne compréhension de l'anatomie d'Homo habilis, que nous avons réussi à discerner à partir de plusieurs fossiles différents. Cela inclut des dents, des crânes entiers, des mâchoires inférieures, des os de la jambe inférieure, des os du pied et plusieurs squelettes partiellement complets. Les os d'Homo habilis nous en apprennent énormément sur la façon dont ces créatures pouvaient vivre, s'adapter et interagir avec leur environnement dynamique du Pléistocène. Les os de la main nous indiquent qu'en Monsanto que ces singes auraient été capables de fermer une prise de précision autour d'un objet, par exemple. Cela était dû à des développements dans le cerveau qui ont permis à ces créatures de développer la capacité de fabriquer des outils en pierre basique, mais nous entrerons davantage dans les détails à ce sujet plus tard dans la vidéo. C'est la longueur des jambes et des bras,
comparées l'une à l'autre, qui nous indiquent que, bien que cette créature puisse facilement marcher debout, elle se sentait encore chez elle dans la sécurité des arbres. Cela, combiné à la forme de leurs mâchoires et de leur crâne, nous indique qu'ils étaient plus étroitement liés aux australopithèques que nous ne le pensions au départ. Les dents, en particulier, montraient voir des preuves que ces créatures étaient bien engagées sur la voie de l'évolution vers des animaux qui nous ressemblaient. Leurs dents ressemblaient alors beaucoup aux nôtres, à l'exception des incisives. Étaient encore relativement longues et pointues, semblables à celles d'un chimpanzé ou d'un gorille. Le plus significatif de tout était la boîte crânienne d'Homo habilis. À mesure que le cerveau grossissait, le crâne aussi, et les 600 cm3 de cerveau chez ces singes ont fait que le crâne s'est bombé et est devenu plus arrondi au cours du processus. Le cerveau représentait un total de 1,7% du poids corporel d'Homo habilis, une statistique significative comparée aux singes dont il descend. Homo habilis a été une découverte majeure. Il s'agissait clairement d'une créature plus avancée que les singes australopithèques qu'elle a remplacés, mais elle était trop primitive pour être considérée comme un membre des espèces ultérieures. Sans surprise, Homo habilis allait devenir une espèce très controversée, et certains scientifiques débattent même de son existence, affirmant qu'elle était synonyme de Homo rudolfensis, une créature avec laquelle elle partageait les plaines ouvertes de Tanzanie. Tout d'abord, il est important de noter que l'on pense que Homo habilis a été l'un des premiers utilisateurs d'outils en pierre dans le genre Homo. Bien que les australopithèques, l'espèce plus primitive que nous avons rencontrée plus tôt, utilisaient les outils les plus rudimentaires pour ouvrir des aliments avant l'évolution de Homo habilis, les ancêtres de l'homme ont porté cela à un tout autre niveau, posant ainsi les bases des futures machines et de l'utilisation des outils. Homo habilis est le plus étroitement associé à l'utilisation d'une industrie d'outils en pierre connue sous le nom d'Oldowayen, un groupe préhistorique d'outils identifiés par leur simplicité et leurs bords tranchants, qui servaient à dépecer et à découper les animaux ou à briser leurs carcasses résistantes. Les outils de l'industrie oldowayenne partagent des caractéristiques similaires. Elles sont arrondies à une extrémité et aiguisées à l'autre, mais ne présentent aucune preuve évidente de conception ou de fabrication poussée. Les outils Oldowans ont été fabriqués par un individu Homo habilis, tenant une pierre dans chaque main et les frappant l'une contre l'autre pour détacher des éclats de pierre de l'outil voulu, l'aiguisant ainsi au passage. L'industrie des outils Oldowan et les noms spécifiques des spécimens d'outils retrouvés proviennent encore de la gorge d'Olduvai en Tanzanie, un site clé connu pour abriter les restes d'individus Homo habilis. Mary Leakey, une paléoanthropologue britannique accomplie qui a vécu de 1913 à 1996, fut responsable de la découverte et de la dénomination de la région, et certains des outils en pierre retrouvés dans la gorge montrent suffisamment de preuves que certains de ces hommes et femmes primitifs savaient ce qu'ils faisaient. Les outils Oldowayens étaient exactement cela. Des outils spécifiquement conçus pour leur usage souhaité, ce qui montre un grand bond en avant dans l'intelligence de ces singes préhistoriques. Les traces d'éclatement et d'écaillage sur les pierres de la gorge d'Olduvai nous permettent de comprendre que l'Homo habilis qui les a fabriqués savait ce qu'il faisait avec ces outils. Ils étaient mieux façonnés et plus avancés que les outils en pierre rudimentaires fabriqués par les australopithèques qui les ont précédés. Et nous savons, grâce à l'existence de ces outils, que ces individus savaient en tête comment frapper les pierres aux endroits précis afin de les faire éclater en une pointe tranchante. Cela aurait nécessité un degré d'intelligence relativement élevé, et jusqu'à présent, au moment de leur apparition dans le monde, Homo habilis était l'animal le plus intelligent ayant évolué à ce jour. Une nouvelle ère commençait véritablement, non seulement pour le règne animal, mais aussi pour le monde entier.
Ce que nous pouvons dire, cependant, c'est que très peu de créativité a été investie dans la conception des outils Oldowayans. Il n'y a aucune preuve que, grâce à leurs outils de découpe et de tranchage, Homo habilis ait été capable de fabriquer quoi que ce soit de plus avancé qu'un simple proto-biface, une forme extrêmement primitive de couteau qui, un jour, évoluerait avec son créateur pour devenir une pointe de lance mortelle ou un couteau tranchant. Cela nous indique que Homo habilis était peu susceptible d'être un chasseur. Nous savons, d'après la structure générale et la constitution du corps et des dents de l'animal, que ces premiers humains complétaient leur régime végétarien par des portions de viande, mais ils auraient eu très peu de moyens d'en obtenir beaucoup, sans l'aide des prédateurs locaux. Il est bien sûr tout à fait possible que de petits animaux malchanceux ou imprudents ou des œufs aient pu être attrapés avec leurs mains préhensiles, dotés de puissants pouces opposables. Mais ils n'avaient pas la capacité d'abattre des proies plus grosses, comme des antilopes ou d'autres ongulés, équipés seulement d'un simple outil de taille en pierre. Par conséquent, il est logique de supposer que la majorité de la viande dans le régime alimentaire d'Homo habilis provenait de carcasses déjà abattues par d'autres carnivores. Comme les vautours avec lesquels ils partageaient les plaines du début du Pléistocène, ils étaient comme des charognards. Néanmoins, le simple fait que ces outils existent implique qu'Homo habilis avait, d'une manière ou d'une autre, une certaine compréhension des mécanismes simples. C'est sûrement étrange, voire inquiétant, d'imaginer les grands félins de la savane africaine s'éloigner d'une antilope abattue après s'être rassasiés pour être ensuite prudemment suivis par une famille d'Homo habilis furtif, une créature à la fois si proche et si éloignée du chemin menant à Homo sapiens, serrant leurs outils de taille en pierre et grognant entre eux, avec leurs cordes vocales sous-développées, les mêmes sons vocaux de base qui mèneraient un jour à moi, vous présentant justement cette vidéo que vous regardez. Cependant, il y a autre chose. En 1962, 2 ans avant la découverte de l'Homo habilis, un étrange cercle de pierres volcaniques de plus de 4 mètres de long sur 3 mètres de large a été découvert dans la gorge d'Olduvai. Ces pierres étaient défermement plantées dans le sol, espacées de juste un peu plus d'un demi-mètre et à environ 30 cm de hauteur. C'était indéniablement d'origine humaine. Aucune autre espèce connue de la science à l'époque n'aurait pu assembler une telle structure, en espaçant régulièrement des pierres particulières. La théorie de Mary Leakey sur cette structure est qu'une sorte d'hominidé primitif a utilisé ces pierres pour soutenir un poteau ou un support quelconque, peut-être pour créer l'abri le plus rudimentaire ou un coupe-vent afin de protéger les créatures des cueillures de la pluie battante ou de la chaleur accablante des savanes de Tanzanie. Ces pierres soudées représentent en fait la plus ancienne forme d'architecture connue de l'homme, et bien que rudimentaires, elles ont jeté les bases grandes des immenses gratte-ciels, monuments et autres structures de notre époque moderne. On ignore encore aujourd'hui quelle espèce précise d'humain primitif a construit cette structure, mais en raison de l'âge des pierres et de l'endroit où elle a été découverte, elle a souvent été associée à Homo habilis. Un autre point important à souligner concernant le mode de vie et le comportement d'Homo habilis est la pratique potentielle de la monogamie. Ils ont peut-être même été la première espèce humaine à le faire. Homo ergaster et Homo erectus, 2 espèces qui ont succédé à Homo habilis, sont connues pour s'être accouplées pour la vie ou pour avoir eu un seul partenaire à un moment donné. Mais on suppose que cette pratique pourrait avoir commencé avec leur prédécesseur habilis. La structure communautaire dans laquelle vivait Homo habilis a déjà été comparée à celle des babouins, où plusieurs mâles coexistent dans un groupe avec plusieurs femelles. Certains de ces groupes pouvaient en compter jusqu'à 80 individus à la fois.
Les mâles s'unissaient pour défendre la troupe contre des rivaux ou des attaquants, ce qui pouvait impliquer que des individus d'Homo habilis levaient en les bras, lançaient des bâtons ou des pierres et poussaient contre des cris stridents à plusieurs reprises contre les prédateurs ou les rivaux pour les intimider et les faire fuir. Si cela ne fonctionnait pas, Homo habilis se repliaient vers la sécurité relative des arbres, utilisant leurs bras encore allongés pour saisir des branches qui seraient autrement difficiles à atteindre. Les savanes ouvertes étaient un habitat nouveau et dangereux pour ces singes, et le danger pouvait se cacher derrière n'importe quel arbre, rocher ou touffe d'herbe. Les savanes d'Afrique, au début du Pléistocène, n'étaient pas très différentes en termes de paysage et de biomes, des prairies de savane de la Tanzanie d'aujourd'hui. De hautes herbes d'une couleur vert jaunâtre se seraient étendues avec succès à travers ce paysage spectaculaire et ouvert, seulement interrompu par chaque nipa par quelques touffes d'arbres ou des rochers. Des forêts plus denses auraient existé à la lisière de ces vastes plaines, et des rivières auraient encore traversé la terre, fournissant une source d'eau vitale pour ces premiers hommes. Mais avec le temps, les hominidés devenaient de moins en moins adaptés à une vie dans les arbres. Leur cerveau grandissait, ils apprenaient à marcher et à courir de façon permanente sur leurs deux pieds, et ils s'adaptaient à des sources de nourriture qui prospéraient dans les grandes savanes d'Afrique. La nature les poussait vers les plaines, mais ils étaient en loin d'être les seules créatures présentes là-bas. En fait, Homo habilis ne serait même pas la seule espèce d'hominidés présente sur les savanes. D'autres espèces d'homininés, dont 3 appartenant au genre Homo, occuperaient les savanes de Tanzanie en même temps que notre Homo habilis, et ce n'était que la première fois dans la préhistoire que cela se produisait. Homo ergaster, Homo erectus et Homo rudolfensis seraient présents tout au long de l'époque d'Habilis, mais ce sont toutes des créatures que nous aborderons plus en détail sur cette chaîne à l'avenir. Ergaster et Erectus en particulier étaient un des espèces qui ont succédé à Habilis sur ces plaines, et sont en fait plus étroitement liés à vous et moi qu'à leurs cousins relativement primitifs. Il y avait une autre créature que Homo habilis aurait rencontrée sur les plaines, une créature étrangement familière à ses parents Australopithèques, Paranthropus boisei. Parfois, cette créature est même appelée Australopithecus boisei en raison des similitudes extrêmes entre les genres, et elle aurait probablement habité des zones humides boisées ou des forêts plus proches des lisières de la savane. Massif, poilu et bipède, comme l'Australopithèque dont le habilis descend, il est tout à fait plausible que des groupes de Paranthropus boisés ayant pu croiser de grandes troupes d'Homo habilis alors qu'ils erraient près des frontières de leurs territoires en respectifs. Qu'ont-ils pensé lorsqu'ils se sont rencontrés ? Se sont-ils reconnus comme des parents, peut-être ? Ou bien se sont-ils simplement reconnus et se sont-ils éclipsés dans les bois ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Alors, d'où Homo habilis tirait-il la viande dont il dépendait pour son régime omnivore équilibré ? Cette réponse se trouve dans les carcasses d'antilopes et de chevaux, semblables aux zèbres et aux gazelles, qui peuplent aujourd'hui les plaines en vastes troupeaux. Ces ongulés de taille moyenne auraient été abattus par de plus grands prédateurs, permettant ainsi aux hominidés et aux vautours de venir charogners par la suite. Mais il est raisonnable de supposer que toutes sortes de créatures fournissaient de la viande à ces singes. N'importe quel grand animal qui tombait ou mourait dans la savane pouvait être exploité. Peut-être que Homo habilis consommait des tortues ou des poissons des rivières quand il pouvait les attraper, ou capturait de petits rongeurs ou des œufs d'oiseaux au sol ou dans les arbres. Bien que Homo habilis ait fait les premiers pas vers la conquête des prairies, il n'était en aucun cas au sommet de son écosystème. Les individus qui s'éloignaient trop du groupe, les jeunes, les vieux ou les blessés,
devait être particulièrement prudent en faisant à peu près n'importe quoi dans la Tanzanie du Pléistocène, car de nombreuses menaces attendaient los mamis de s'emparer d'un hominidé imprudent. Australopithèque en a fait l'expérience, tout comme Homo habilis, la prédation active par des créatures plus grandes. Les savanes étaient abondantes en grands félins carnivores. Les léopards, par exemple, semblables à ceux d'aujourd'hui, auraient été capables de grimper aux arbres pour rattraper un hominidé inattentif, ainsi que de les traquer silencieusement au sol. Deux genres éteints de grands félins étaient également présents sur ces plaines, Dinophilus et Meganthorion, un duo mortel de félins à dents de sabre. Meganthorion en particulier a persisté jusqu'au Pléistocène moyen, où il a continué de représenter une menace mortelle pour Homo erectus lorsqu'ils ont pris possession des savanes. Ce n'étaient même pas seulement les félins dont Homo habilis devait se méfier. L'Afrique, à cette époque, était peuplée par un autre prédateur mammifère aujourd'hui disparu, qui aurait parcouru les plaines en groupe, l'hyène chasseuse. Plusieurs espèces du genre Chasmoportets étaient présentes en Afrique à l'époque où nos ancêtres faisaient leurs premiers pas debout. Ces hyènes couraient sur de longues pattes fines, semblables à celles des guépards actuels, et poursuivaient probablement des prouettes rapides à travers les savanes. Nos parents auraient été une proie facile car ces hyènes abattèrent leurs victimes avec des dents semblables à des couteaux. Homo habilis n'était même pas en sécurité lorsqu'il devait boire aux rivières ou aux lacs locaux. Les crocodiles étaient abondants dans ces régions, et il suffisait d'un instant d'inattention pour s'agenouiller et boire, pour se retrouver face aux mâchoires béantes d'un grand reptile carnivore, entraînant un singe imprudent dans les eaux boueuses. Un fossile d'Homo habilis montre même une attaque de crocodile. La moitié avant du pied avait été consommée ou arrachée par le reptile, ce qui, sur les plaines du Pléistocène en Tanzanie, aurait été une condamnation à mort pour un Homo habilis. Il est difficile de fournir un raisonnement sûr et précis quant à la disparition définitive d'Homo habilis. Il est probable qu'au cours du Pléistocène, de nombreux facteurs aient contribué à la disparition de cette espèce ancienne. Mais une théorie proposée par le docteur Pascal Raya de l'Università di Napoli Federico II en Italie pourrait apporter une réponse très crédible publiée dans la revue One Earth en 2020. En utilisant une forme avancée de simulateur climatique du passé, Raya et ses collègues ont pu suivre les précipitations, la température et le climat général au cours des époques du Pliocène et du Pléistocène. D'après leurs résultats, il semble que les espèces d'Homo plus récentes commençaient à perdre l'accès à leur niche climatique à travers le monde en raison des changements climatiques brusques et rapides à l'échelle mondiale. Les environnements dont dépendaient ces premiers hommes et femmes ont commencé à disparaître, et par conséquent, leurs sources de nourriture aussi. On pourrait peut-être en dire autant pour Homo habilis. Ou peut-être que ce n'était qu'un facteur parmi une multitude d'autres. Il est également important de se rappeler qu'Homo habilis a coexisté avec 3 autres espèces d'Homo pendant toute la durée de son existence sur Terre. En particulier, Homo ergaster et Homo erectus étaient plus intelligents que l'habilis, relativement primitif. Alors peut-être que nos singes ont simplement été surpassés par des créatures mieux adaptées à la vie et à la chasse en groupes sociaux, à travers les plaines de Tanzanie. Quoi qu'il soit arrivé aux populations d'Homo habilis de Tanzanie au début du Pléistocène, l'héritage du genre Homo ne s'arrête pas ici. Ce n'était que le début d'une histoire qui s'étend sur plus d'1 million d'années. Une histoire qui culminerait à cet instant précis. D'autres espèces de Homo ayant subsisté, mais c'est Homo habilis qui a posé les bases pour qu'elles puissent le faire. Pour vous et moi, ils méritent vraiment leur nom traduit homme habile.
Les débuts de nos ancêtres étaient peut-être bien loin des complexités et des luxes d'aujourd'hui, mais Homo habilis, à l'aube de son évolution, était la créature la plus intelligente que la planète ait connue jusqu'alors. L'idée qu'une créature puisse apprendre à modifier la forme de son environnement à un tel point était inédite dans les archives fossiles avant cela. Si c'est bien Homo habilis qui a construit l'abri de pierre primitif dans la gorge d'Olduvai il y a plus d'1 million d'années, alors cela révolutionne notre compréhension de ces premières créatures, de leur mode de vie et de leur façon de penser. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir dans notre histoire avant d'atteindre l'évolution de Homo sapiens, mais il est important de ne pas sous-estimer l'importance de habilis en tant qu'ancêtre de la mécanique et de la technologie. C'est en partie grâce à ces premiers hominidés que vous pouvez même regarder cette vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez apprécié ce bref voyage dans le passé de nos ancêtres, et nous espérons que vous resterez avec nous pour découvrir ce que nous avons prévu pour l'avenir de cette chaîne.